Alors venons-en maintenant à l'ensorcellement. C'est dans les Beiträge zur Philosophie vom Ereignis, c'est le titre complet, rédigé en plein nazisme triomphant, entre 1936 et 1938, 1936-1938, donc c'est un texte essentiel de Heidegger, il a été traduit très récemment par François Fédier, il y a quelques mois à peine, en français. Heidegger avait exigé, vous savez tout ça si vous avez suivi le séminaire Gérard Guest avait exigé que ce livre ne parût que 50 ans après sa mort, donc c'est un livre essentiel dans le chemin de pensée de Heidegger, il est parfaitement contemporain des carnets noirs dont on parle partout depuis quelques mois aussi, avec ces fameux fragments de ses livres. En même temps qu'il écrivait ces carnets noirs, ces carnets intimes, qui n'étaient pas destinés à la publication du tout, c'était pour lui, il était en train sur un long chemin, c'est-à-dire sur plusieurs années, il était en train d'avancer dans sa pensée telle qu'elle apparaît dans les Beiträge. C'est dans ces Beiträge, donc, apport à la philosophie, en français, que Heidegger emploie le plus explicitement, ma connaissance, c'est là que ça apparaît de manière la plus évidente, la plus patente, la belle notion, un peu énigmatique a priori dans le contexte de la pensée de l'Ereignis, de Verzauberung, ce que l'anglais rend par enchantment, et le français par ensorcellement. Verzauberung. C'est dans le chapitre 59 des Beiträge. Ce chapitre s'intitule, en français, l'époque de la complète absence de questionnement et de l'ensorcellement. Das Zeitalter der völligen Fraglosigkeit und Verzauberung. Donc c'est le titre du chapitre. Heidegger écrit dans ce chapitre 59 des Beiträge. Il faut se demander d'où vient l'ensorcellement. Et là, il emploie un autre terme, un synonyme très proche de Verzauberung qui est Bezauberung. On va les analyser un petit peu plus en détail. Il faut se demander d'où vient l'ensorcellement. Réponse, dit Heidegger. De la domination sans partage de la fabrication, Machenschaft. Lorsqu'elle atteint, la fabrication, sa domination définitive, quand elle régit et transite tout, alors il n'est plus aucune des conditions requises pour que l'on évente la moindre trace d'ensorcellement. Et là, il emploie le mot Verzauberung. Quand la Machenschaft est à son comble, on n'a plus moyen d'éviter l'ensorcellement. Et que l'on prenne des dispositions pour s'y opposer. L'envoûtement, toujours dans la même catégorie, si vous voulez, de termes, et là il emploie un troisième terme qui est Behexung, de Hex, la sorcière. L'envoûtement que répand la technique, ses progrès exponentiels, ne sont qu'un signe de cet ensorcellement. Et là il revient Verzauberung, qui pose tout en direction de la computation, de l'utilité, du dressage, de la maniabilité, de la régulation. Le goût lui-même devient affaire de régulation. Ainsi, tout parvient à un niveau acceptable, entre guillemets, gutes niveau. Il emploie le mot français niveau, je ne sais pas comment on prononce en allemand. La moyenne s'améliore toujours plus, et grâce à cette amélioration, elle assure toujours mieux et toujours plus irrésistiblement sa domination. Fin de la citation. On constate que nous sommes loin du Moyen-Âge. Et comme l'ensorcellement a partie liée avec la technique, d'une part, et avec la domination, d'autre part. Et c'est écrit en plein nazisme triomphant. Selon le Sachs-Wieland Enzyklopädisches Wörterbuch, c'est le grand dictionnaire de la fin du XIXe siècle, franco-allemand et franco-allemand. Zauber, les germano-français. Zauber, c'est la racine de Verzauberung, Bezauberung et même Entzauberung, le désenchantement. Zauber, c'est l'enchantement, avec comme en français la double notion de charme, de beauté, Zauberauge, ce sont des yeux charmants, de beaux yeux, et celle d'enchantement magique, dit Zauberflöte, la flûte enchantée de Mozart, tout le monde connaît ça, voire de sortilège maléfique. Donc il y a tout ce spectre-là des acceptions du mot de Zauber, autour du mot de Zauber. Tout ce qui est enivrant, ravissant, enchanteur, magique, fascinant, je vous cite le Sachs-Wieland donc, se rapporte à Zauber. Dans le dictionnaire des Grimm, dictionnaire étymologique des Grimm, le mot Zauberung est associé étymologiquement au latin sortilegium et prestigium,
Et en effet, selon le trésor de la langue française, le prestige était initialement un artifice diabolique. Alors, là, on a commencé par citer, j'ai commencé par citer le chapitre 59 des Beiträge. Maintenant, si on revient en amont dans le texte des Beiträge, au chapitre 5, surgit pour la première fois dans le texte le mot Bezauberung, qui est synonyme de Verzauberung, ensorcellement, c'est la même traduction. Donc les deux sont traduits par ensorcellement. Mais il y a quand même des nuances, on va les étudier maintenant. Comme Zauber, l'acception de Bezauberung n'est pas spontanément péjorative, de sorte que le Saxe-Viac le rend par charme, à nouveau, séduction, enchantement, ravissement, et que le Grimm l'associe au latin fascinatio, ou fascinatio si vous voulez. Fascinatio, la fascination. L'enchantement, le charme, fascinus en latin, c'est à la fois le maléfice et le phallus. Alors, fascinus, voisine, dans le Gaffio, dans le dictionnaire latin, et cousine, probablement, on n'en a pas de certitude, mais c'est quasiment évident, étymologiquement avec fascis. Fascinus, fascis, sont deux mots très proches, et sans doute étymologiquement qui cousinent. Fascis, c'est le fagot, la fascine, c'est-à-dire ce que l'on bande, au sens d'un bandage. Le phallus, c'est l'autre mot. Ce qu'on lie et attache, fascio, soit le faisceau. Faut-il préciser que nous sommes ici au cœur de l'étymologie du mot fascisme? Nul ne peut dire si Heidegger, lorsqu'il emploie les mots Bezauberung et Verzauberung, en 1936, a en tête l'étymologie fascinatio. C'est probable. Il s'y connaissait en étymologie, donc on n'en a pas la preuve. Ce qu'il a à l'esprit de manière évidente, lorsqu'il emploie le mot Verzauberung, donc il connaissait très probablement l'étymologie intégrale. C'est l'expression de Max Weber dans l'Éthique protestante ou l'esprit du capitalisme, qui date de 1905, donc là on est en 1936, et l'expression ultra célèbre est Die Entzauberung der Welt, le désenchantement du monde, à laquelle, pour des raisons de fond, Heidegger ne souscrit aucunement. Pour aller très vite, Max Weber considère que le monde a été désenchanté par la technique, alors qu'à l'époque du mythe, au Moyen-Âge, le monde était intégralement enchanté, il a été désenchanté par la technique. Heidegger, ne serait-ce que par la citation que je vous ai faite d'emblée, considère, pour aller très vite, que c'est l'inverse. En tout cas, c'est pas que c'est l'inverse, c'est que la technique, elle participe de l'ensorcellement absolu du monde, et d'une manière à laquelle on ne peut plus du tout échapper. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec la notion d'Entzauberung de Weber. Quoi qu'il en soit, même si Heidegger n'a pas pensé sciemment à l'étymologie fascinatio, sa langue y pense et le pense pour lui. Que le langage puisse penser pour nous, et même nous penser, que penser consiste à écouter et accueillir ce que le langage a à nous apprendre, Heidegger aura passé sa vie à le méditer. Le langage, écrit-il dans le Nietzsche, tout ça c'est de la même période, en plein nazisme triomphant. Le langage n'est pas une simple collection de mots propres à la désignation de différentes choses connues, mais l'originelle résonance de la vérité d'un monde. C'est pour ça, par exemple, que dans le mot juif, on a l'originelle résonance de la vérité du monde juif. Et elle n'est que dans ce mot juif tel qu'il vient de l'hébreu, et pas dans la manière dont qui que ce soit parle des juifs depuis des siècles, y compris les juifs. Alors le cours primordial sur Nietzsche, enseigné à partir de 1936, Heidegger lui donnerait un statut très particulier. 1933, il accepte le rectorat. 1934, 9 mois plus tard, il démissionne du rectorat. Et c'est là qu'il va se mettre à méditer et élaborer toutes ces phrases, tous ces textes, toutes ces méditations, ces réflexions que je suis en train de décortiquer avec vous. Mais son cours sur Nietzsche va lui donner un statut très particulier, le qualifiant explicitement de résistance spirituelle au nazisme. Or, précisément, dans la lettre qu'il va faire en 1945, pour essayer d'être réintégré comme professeur, c'est une lettre du 4 novembre 1945 au rectorat académique, dans laquelle il va expliquer ce qu'il a tenté de faire pendant le nazisme, et il ne les convaincra pas, puisqu'il ne va pas être réintégré comme professeur. Pas tout de suite, en tout cas. En tout cas, dans cette fameuse lettre, les termes de résistance spirituelle au nazisme
au moment où apparaît résistance spirituelle, très vite apparaît le mot fascisme, qui, à ma connaissance, est assez rare dans la bouche et dans les textes de Heidegger. Contrairement au mot national-socialisme, le mot fascisme, je crois que ce n'est pas très fréquemment qu'il en parle. En tout cas, voilà ce qu'écrit Heidegger. En vérité, c'est intéressant parce que vous comprenez que ça s'applique à son propre cas aussi. En vérité, et au cas qui nous intéresse aujourd'hui, en partie, à savoir ce qui s'est passé dans ces fameux carnets noirs quand il se met à parler des Juifs. En vérité, dit Heidegger, on n'a pas le droit d'assimiler Nietzsche au national-socialisme. Assimilation qu'interdisent déjà, abstraction faite de ce qui est fondamental, son hostilité à l'antisémitisme et son attitude positive à l'égard de la Russie. Mais à un plus haut niveau, l'explication avec la métaphysique de Nietzsche est l'explication, là il parle de lui, avec le nihilisme, en tant qu'il se manifeste de façon toujours plus claire sous la forme politique du fascisme.